Vous écoutez Dans quoi je m'engage et dans cet épisode, on va aborder le handicap mental. On va parler de ceux qui s'engagent auprès de ces personnes à travers l'association Les 1001 Loisirs. Elle permet à des personnes atteintes d'autisme, de handicap mental de partir en vacances. Et on va voir que le droit au loisir pour ces personnes, c'est pas quelque chose d'acquis. Souvent, pour un public handicapé, les aides elles vont se concentrer sur ce qui paraît primordial et on va voir les vacances un peu comme du luxe, comme du facultatif. Pourtant, pour ces enfants et ces adultes, c'est important aussi évidemment de pouvoir s'évader. Et c'est pour ça que les 1001 Loisirs se battent pour faire valoir ce droit. Alors j'ai rencontré Nicolas Barbier, il est chef de projet de l'association et on a parlé de la naissance du projet qui paraissait une idée folle il y a encore quelques années. Alors, les 1001 Loisirs, nous militons pour défendre le droit aux vacances pour tous et en particulier pour les enfants et adultes en situation de handicap mental, avec ou sans troubles associés. Donc des colonies de vacances tout simplement, mais elles sont adaptées et sécurisées à ce public et à leurs besoins qui se déroulent un petit peu partout en France. Ok. Et il me semble que c'est une association un petit peu particulière parce qu'elle a en quelque sorte créé quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, c'est une association particulière parce que 1001 Loisirs, en tant qu'association, existe depuis 2006, donc elle a 14 ans d'existence. Par contre, elle porte un projet qui, lui, a plus de 50 ans. Un projet qui a été mis en œuvre par le docteur Michel Reims, pédopsychiatre, qui, dans les années 60, il était interne à l'EPSM d'Armentières et il s'est dit que les enfants qu'il avait dans son service avaient le droit eux aussi de partir en vacances et de s'évader à une époque où ces enfants étaient enfermés dans ce qu'on appelait un asile et ils sortaient jamais des murs et il a mis 4 ans à décider les administrations et son conseil d'administration de l'EPSM à faire partir un petit groupe avec lui pour créer un ailleurs, un dépaysement qui puisse aussi leur permettre de se révéler et de s'épanouir. À l'époque, c'était une révolution, puisque, encore une fois, on parlait d'asile, on parlait de personnes qui étaient internées à vie, qui ne sortaient jamais. C'était le premier en France à imaginer ce concept-là, donc ça a été une révolution dans la psychiatrie, la pédopsychiatrie. Et puis après, d'année en année, ça a donné des idées à d'autres. Donc aujourd'hui, on n'est pas les seuls à organiser ce type d'activité. Mais c'est vrai qu'on peut se prévaloir du fait que un des fondateurs de l'association 1001 Loisirs en 2006 a créé les tout premiers séjours adaptés en France. Et du coup, c'est un peu le milieu associatif, les bénévoles qui ont pris en charge cette question-là. Oui. Et on pourrait se dire que c'est une bonne chose, mais c'était pas forcément à eux de faire ça. Il y avait peut-être des politiques locales et nationales à mettre en place. Malheureusement, c'est juste que le handicap invisible, les gens ne le voient pas. Donc du coup, on ne peut pas s'apercevoir qu'une personne en porte un, puisque par définition, il est invisible. Et puis parfois, il fait peur par les stigmates extérieurs, par les troubles de comportement, etc. Et donc du coup, il y a beaucoup de préjugés, etc. sur ce handicap. Donc il y a déjà un gros déficit. Et en plus, quand on prend la question des loisirs et des vacances des personnes en situation de handicap, donc tout type de handicap, malheureusement, c'est une question qui n'a jamais été finalement au centre des discussions, que ce soit au niveau politique ou administratif. Donc il y a encore aujourd'hui énormément à faire, puisque c'est un droit qui n'est pas suffisamment reconnu. Et donc par conséquent, les aides et les dispositifs financiers ne sont pas suffisants et sont souvent inadaptés au handicap, notamment le handicap lourd. Nous, on essaye de militer à travers nos activités, notre projet, pour faire davantage reconnaître ce droit. Moi, le docteur Reims me disait toujours que pour une personne, quelle qu'elle soit, avec handicap ou pas, le temps libre, c'est 60% d'une vie entre la naissance et le décès. Et pour les personnes en situation de handicap, ce 60% fait l'objet de quasiment aucun texte, aucun dispositif. Les besoins sont énormes. Nous, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un appel d'une famille qui parfois est même en pleurs parce qu'elle cherche une solution déjà pour son enfant, pour qu'il puisse vivre autre chose quand il n'est pas en structure. Et en même temps, pour cette famille, pour les aidants, c'est aussi un moment pour se ressourcer, un temps de répit. Et puis malheureusement, ces familles, souvent, et c'est pour ça qu'elles sont un peu démunies et en pleurs quand elles nous appellent, c'est parce qu'elles se rendent compte que le coût que ça représente en termes de prise en charge est assez conséquent malheureusement, et qu'elles n'ont pas les moyens et qu'elles ne sont pas suffisamment aidées pour pouvoir permettre d'inscrire leur enfant en séjour de vacances ou même sur un week-end. Généralement, quand on nous appelle, c'est une personne qui a son dossier qui a été refusé dans tous les autres organismes. Nous, on prend le temps de se poser, d'évaluer les besoins de la personne, nos compétences,
Et après d'aller chercher les moyens, de mettre en place les moyens nécessaires pour bien accueillir la personne. On ne va pas s'arrêter à dire, bah voilà, la personne elle présente un polyhandicap, c'est trop compliqué, on fait rien. Parfois, on a mis 2-3 ans à trouver des solutions. Mais on les a trouvées à force d'obstination et puis parce qu'on a aussi cette passion qui nous motive à aller à dépasser les préjugés, à dépasser les idées reçues. Et puis parfois, si ça met 3 ans pour arriver, pour aboutir, on prend le temps et on y arrive. Il y a un intérêt certain et reconnu pour les bénéficiaires parce qu'en termes d'épanouissement, en termes de développement, de partir en séjour de vacances, de découvrir ne serait-ce que la sensation de toucher du sable. Ça peut paraître anodin, pour nous c'est du quotidien. Non, pour ces personnes-là, on a encore emmené au mois de décembre des personnes qui découvraient pour la première fois la montagne et la neige à 50 ans. Et rien que ça, c'est d'un enrichissement phénoménal. Et même pour nous, c'est notre source de motivation finalement. C'est de savoir que ces personnes ont vécu des super moments. Et puis en même temps, on sait que les aidants ont pu se poser. Alors on discute souvent avec les familles. L'idée, c'est pas de dire tiens, on se débarrasse de notre enfant. Les familles savent que l'enfant va partir en vacances, des vraies vacances, comme tout le monde. Alors c'est adapté, c'est sécurisé, mais c'est des vraies vacances. Mais ceci étant, il y a ce frein économique. S'il n'y a pas des choses qui bougent, c'est vrai que naturellement, peut-être que d'ici 10 ans, on n'existera plus, faute de combattants finalement, faute de moyens financiers pour permettre à une famille d'inscrire son enfant polyhandicapé pour découvrir ne serait-ce que 8 jours les joies de la montagne ou de la mer. Et du coup, ce public, donc c'est pas forcément des jeunes, vous l'avez dit, vous avez tout âge. Oui, on s'adresse aux deux types de publics parce que malheureusement, il y a des besoins des deux côtés. Et on oublie souvent, même, on a l'impression qu'à 18 ans, le handicap disparaît. Autant les familles sont assez bien, sont relativement accompagnées au niveau financier quand l'enfant est mineur. Par contre, à 18 ans, il n'y a plus rien. C'est le désert. Alors que le handicap, malheureusement, parfois s'aggrave. Alors il y a énormément à faire. Devant nous, il y a une énorme montagne. Mais voilà, on y va avec passion, avec motivation, on y va patiemment. C'est ce que Michel, le docteur Reims, m'apprenait tout le temps. Parce que moi, c'est un mentor, c'est mon mentor. Il m'a fait découvrir le projet, il m'a fait découvrir le public. Moi, j'étais pas du tout dans le milieu de l'animation. À la base, je suis juriste. Et puis lui, il cherchait à structurer son projet. Puis je me suis dit, tiens, je vais me rendre utile. Mais c'est vrai que c'est tout ça qu'on essaye de défendre avec nos petits bras musclés, que ce soit au niveau des salariés permanents, des bénévoles de l'association, et bien sûr de nos saisonniers qui mouillent le maillot pour permettre à ces enfants et ces adultes de partir en vacances. Et justement, est-ce que c'est accessible à tout le monde de gérer un public comme ça? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Alors je vais peut-être surprendre, mais je vais dire oui. Pas se fermer à dire tiens, pour encadrer ce public-là, il faut que des éducateurs spécialisés. Alors oui, on en a, parce que pour aller vers ce public-là, il faut quand même à la base avoir une volonté. Il y a parfois des stigmates au niveau comportement qui peuvent faire peur. De la violence physique, verbale, qui n'est pas simple à gérer. Ceci étant, comme le docteur Reims, son projet c'est de créer des vacances pour personnes hospitalisées, mais pas de recréer un hôpital en vacances. C'est sa formule. L'objectif c'est de recréer un vrai temps de loisirs et de vacances. Si demain ils repartent dans un environnement qui va reprendre de A à Z le fonctionnement qu'ils ont au quotidien en institution, est-ce que c'est réellement des vacances? Est-ce que nous demain, si on part nous-mêmes en vacances, on aimerait avoir le même emploi du temps qu'on a au bureau, revoir les mêmes personnes, le même type de personnes? Je ne pense pas. Les vacances, c'est avant tout une évasion, un espace de liberté. Là, pour ce public-là, pourquoi ça serait différent? C'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap qu'elles n'ont pas les mêmes aspirations, même si elles ne savent pas souvent l'exprimer. Mais voilà. Est-ce que vous trouvez que dans la société, justement, le regard sur le handicap, il a changé quelque part depuis que... On peut pas dire qu'il n'a pas changé. Il y a une énorme évolution ces 10 dernières années. Notamment, je pense aux personnes avec autisme qui, quand même, est de plus en plus évoquée, de plus en plus médiatisée. Mais il faut pas s'arrêter là parce qu'il y a encore énormément à lever des tabous, à lever des préjugés. Et on essaye de les intégrer au maximum dans des temps de vivre ensemble. Alors soit dans les communes où on est accueilli, dans le centre de vacances où on est accueilli, on essaie de s'intégrer dans les manifestations locales avec notre public pour casser un petit peu quand même encore ces préjugés. Après, le regard sur le handicap, il doit se travailler dès le plus jeune âge. Donc on essaye aussi de mener des petites actions de sensibilisation auprès des enfants
pour leur montrer aussi que bah oui, une personne qui peut paraître un petit peu bizarre de l'extérieur, parce qu'elle a un petit problème. Parfois, c'est une personne qui va pas avoir d'autre mode d'expression que de crier, mais c'est sa manière à elle d'exprimer qu'elle est contente, ou de taper dans le dos avec une grande tape qui nous fait un petit peu perdre les pieds. Mais voilà, il y a une belle évolution depuis ces 10 dernières années, mais on n'est pas arrivé au bout du chemin. Ça a chacun aussi à changer. Voilà, il faut juste prendre le temps d'écouter la personne, de comprendre ses besoins, et après de faire l'effort aussi de s'y adapter. Et je pense que on est quand même dans une société globalement qui, en parallèle de la question du handicap, est un peu plus individualiste. Nous, on essaye de casser un peu ça vers ce public-là, parce que là, on peut pas être dans l'individualisme. Et pareil, au niveau d'une équipe d'encadrement, un directeur de séjour, dans son recrutement, il va essayer d'aller chercher différentes compétences, différents parcours de vie, pour créer une alchimie, un patchwork d'expériences, de connaissances, qui ont la base de ce qu'on demande à tout le monde d'ailleurs, c'est le diplôme du cœur. C'est de vouloir consacrer son temps libre à ce public-là, et puis ils apprennent sur le terrain, ils apprennent grâce aux anciens qui sont autour d'eux, ils apprennent grâce au temps de formation qu'on met en place en amont de chacune de nos activités. Et puis il y a cette alchimie qui se crée, cette notion d'équipe et de collectif au service du public accueilli. Les Mille et un Loisirs recrutent toujours des saisonniers. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à la page SoundCloud et aussi à la page Instagram Dans quoi je m'engage.